Oh mon Dieu, tu es sérieux? Impossible de m'entasser là comme du bétail. Waouh! Il est 13h41 ce samedi 9 décembre 2023. Dans les 68 prochaines minutes, 114 foyers vont cesser d'exister. 4 personnes mourront, malgré s'être réfugiées dans leur placard ou leur sous-sol. Voici le récit tragique du 9 décembre 2023, le jour où une tornade EF3 au vent de 150 000 par heure est devenue la plus meurtrière de l'histoire du Tennessee central en décembre. Tout commence bien avant le 9 décembre, dès le 5 décembre 2023. À Norman, en Oklahoma, les météorologues scrutent des modèles informatiques alarmants. Ils affichent une anomalie, quelque chose de terriblement dangereux. Les températures grimpent de 15 à 20 degrés au-dessus des normales au Tennessee. Le 9 décembre, Nashville atteindra 68 degrés avec une humidité record. Un climat d'avril. Normalement, les tornades en décembre sont rarissimes dans la région. On n'en comptait que 9 entre les années 1800 et 2014. Mais depuis 2015, 28 tornades hivernales ont frappé la zone. Les cycles climatiques sont en train de basculer brutalement. Le 8 décembre, un couloir de risque apparaît sur le Tennessee et le Kentucky. Le matin du 9 décembre, la tension monte d'un cran. À 11h35, le centre de prédiction lance l'alerte maximale. La vigilance Tornade 714 est activée, incluant le comté de Montgomery. Le bulletin d'alerte affiche des statistiques de très mauvais augure. 60% de risque de tornade et 20% pour des monstres EF2. Des tornades dévastatrices allaient s'abattre. Écoutez bien la suite. L'atmosphère ce matin-là était devenue une véritable poudrière prête à exploser. L'énergie disponible, la CAP, dépassait les 1000 joules par kilogramme. C'était une instabilité colossale et remarquable pour un mois de décembre. L'hélicité, cette force de rotation invisible dans l'air, atteignait des sommets, créant un terrain parfait pour engendrer des monstres. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'enfer se déchaîne enfin. Les vents cisaillants allaient nourrir des supercellules d'une longévité terrifiante. Chaque nuage formé pouvait désormais muter en une tornade dévastatrice. Mais voici ce qui rend ce récit particulièrement sombre. Pourquoi ce 9 décembre 2023 est devenu un véritable cauchemar? Rien n'aurait dû se passer ainsi. Le système d'alerte a tragiquement échoué. À 13h41, le monstre touche enfin le sol. À 5000 au sud de Fort Campbell, près de l'aérodrome militaire, au départ, les dégâts ne sont classés qu'en catégorie EF0. Quelques arbres tombent, mais la tempête ne fait que rassembler ses forces. En 2 minutes seulement, la tornade s'intensifie brusquement en EF1. Des vents de 110 000 par heure pulvérisent tout sur Walnut Grove Road. L'école des beaux-arts de Clarksville est frappée de plein fouet et totalement rasée. Gabriel Huff, le directeur, décrira plus tard une scène de désolation totale. L'école a disparu. L'étage supérieur a été arraché comme un simple fétu de paille. Pourtant, un miracle se cache au milieu de ce désastre absolu. Le spectacle de Noël avec 300 invités était initialement prévu à 13h. À cause du départ soudain d'un élève à l'étranger, le destin a basculé. La pièce fut avancée au 2 décembre. Une semaine plus tôt que prévu. Huff expliquera plus tard que si 300 personnes s'étaient trouvées là le 9, le bilan aurait été terrifiant. Nous parlerions aujourd'hui d'un massacre, de centaines de vies fauchées en un instant, car du théâtre lui-même, il ne reste absolument plus rien. Le bâtiment a été rayé de la carte. Mais pour d'autres, le sort sera bien plus cruel. 13h45, le monstre gagne en puissance et atteint le niveau EF2 avec des vents à 120 miles par heure. Au sud de Britton Springs Road, la tempête percute de plein fouet une zone boisée parsemée de mobile homes. L'annihilation est totale. Des dizaines de foyers sont pulvérisés. Certains sont littéralement balayés, ne laissant derrière eux que le vide. Dans cette zone de mort, 2 victimes perdent la vie. Tanya Harmon, résidant près de Fort Campbell, se souvient encore du moment où l'horreur a frappé à sa porte. Vivant près de la base, j'ai cru qu'un avion volait trop bas, avant de réaliser avec effroi la vérité. Elle s'est précipitée vers l'entrée dans un instinct de survie pur. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma fille courir dans le couloir avec les enfants. Je les ai tous jetés au sol en les suppliant de commencer à prier. La structure entière de la maison hurlait sous les secousses. On entendait le monde se déchirer autour de nous. Puis, le silence est revenu. Tanya a ouvert les yeux. Tout semblait se calmer. J'ai ouvert la porte et là, le choc. Ma maison s'était volatilisée. Il n'y avait plus rien. Le néant. Seule la pièce où nous étions est restée intacte. Un miracle au milieu des décombres. 13h52. La tornade entre dans sa phase la plus létale, près de la Highway 41. Elle devient un monstre de catégorie EF3.
À Henry Place Boulevard, la fureur atteint son paroxysme. Des vents déchaînés à 150 miles par heure. Les services météo décriront plus tard ce phénomène comme un vortex d'une intensité rare et chirurgicale. 4 maisons en briques de 2 étages sont littéralement rasées jusqu'aux fondations. Les débris sont projetés à 200 yards. C'est ici que 3 autres vies s'éteignent. Arlon Cody, 10 ans, était un petit garçon plein de vie en classe de CM1. C'était un fan inconditionnel des Los Angeles Lakers. Sa mère, Catherine Burnham, travaillait quand l'alerte a retenti. Elle a appelé ses enfants, le cœur serré. Au téléphone, ils m'ont assuré qu'ils appliquaient les consignes, qu'ils s'étaient cachés dans le placard. Je revois Arlon me dire que j'étais trop dramatique et que tout irait bien. Mais un pressentiment atroce me tordait les entrailles. Ses enfants ont tout fait correctement. Pourtant, cela n'a pas suffi face à la colère de la nature. Ils étaient là, dans ce placard, à faire de leur mieux. Et j'ai quand même perdu mon fils. Donna Allen, 59 ans, était venue tout droit de Floride. Elle venait voir son fils Eric et ses 4 petits-enfants. Par chance, les petits n'étaient pas là. Son fils, brisé, partagera plus tard ce souvenir douloureux. Voici la toute dernière photo d'elle, prise vendredi soir devant le sapin de Noël. Il parlait de sa mère comme d'une femme résiliente, l'âme même de chaque fête. Stephen Kwa Eyes, 34 ans, s'était réfugié chez sa sœur Angela sur Henry Place Boulevard. Ils étaient 7 dans cette maison. Stephen sera le seul à ne pas en sortir vivant. Sa sœur Angela raconte encore aujourd'hui l'horreur absolue de cet instant. Vous entendez votre mère hurler alors que le toit s'arrache au-dessus de vos têtes. Et quand tout s'arrête, vous contemplez votre vie entière réduite en poussière. Ma vision du monde a basculé ce jour-là. Angela portait la vie en elle alors que le chaos approchait. Par un miracle absolu, son nouveau-né et ses 3 aînés ont survécu à la fureur des éléments. Dans ce tumulte apocalyptique, elle cherchait son frère. Elle l'entendait encore crier « J'arrive !» Mais la rage du vent a tout emporté, pulvérisant la façade de la maison en un instant. Il était le protecteur de tous. Malgré son jeune âge, son âme était celle d'un guerrier dévoué. 13h56. Le monstre franchit la frontière du Kentucky, prêt à tout dévorer. La destruction se poursuit, insatiable, à travers les comtés de Todd, Logan et Simpson. À 14h49, après 1 heure de terreur pure, le titan finit par s'essouffler. Sa course macabre s'achève enfin au sud-est d'Auburn, dans les terres du comté de Simpson. Un sillage de désolation s'étendant sur 47,75 milles de distance. Un colosse de 600 yards, au vent hurlant à 150 milles par heure. 1 heure et 8 minutes d'enfer. Le bilan, 4 morts et 62 blessés graves. Les dégâts dépassent 100 millions de dollars. Mais le pire restait encore caché aux habitants. Voici l'histoire incroyable qui allait bientôt captiver l'attention de la nation tout entière. Au parc Holt, Sidney Moore, 22 ans, ignorait que sa vie allait basculer dans l'horreur. Avec son fiancé Aramis et leur fils, Lord et Princeton, ils vivaient dans leur mobile home. Le petit Lord avait 4 mois. Sidney se rappelle avec effroi l'instant précis de l'impact. Le vent, une voix intérieure m'a hurlé de bondir pour protéger mon fils de mon propre corps. À l'instant même où je l'ai couvert, les murs se sont effondrés dans un fracas assourdissant. Le bébé était dans son berceau. Puis le toit a été arraché comme une simple feuille. Le vortex a aspiré le berceau. Mon petit Lord a été le premier emporté vers les cieux. Aramis a tenté de retenir l'enfant, avant d'être lui aussi happé par la spirale déchaînée. Projeté violemment après une danse macabre, Sidney était certaine. Son bébé était mort. Je l'ai cru perdu à jamais. Dans ce chaos, retrouver son corps semblait impossible. Durant 10 minutes d'une agonie insoutenable, ils ont fouillé les décombres sous la tempête. Puis, tel un héros de légende, Aramis a surgi des bois, tenant Lord contre lui. Il avançait sous la pluie battante, ses vêtements en lambeaux. Une scène digne d'un film. L'enfant a été retrouvé au creux d'un arbre, protégé par miracle de la fureur céleste. Il était pratiquement indemne, avec pour seule marque une légère coupure soignée rapidement. Sa tante raconte qu'il semblait avoir été déposé là par une main invisible et protectrice, comme si un ange l'avait guidé avec tendresse pour le mettre à l'abri du désastre. Le lieutenant Stephen Bryant, des secours de Clarksville, fut parmi les premiers sur les lieux. Une policière serrait enfin le petit Lord dans ses bras, mettant fin au cauchemar. Face à une telle dévastation, la survie de ces gens relève d'un pur miracle divin. Mais laissez-moi vous révéler la vérité sur l'alerte qui est arrivée bien trop tard. Dès 13h19,
Les radars affichaient déjà la signature d'un monstre déchaîné. Le vortex et l'amas de débris étaient clairement visibles, ne laissant place à aucun doute. L'écho encrochait, ce signe fatal, hurlait le danger imminent sur tous les écrans. Pour les experts, les signaux étaient limpides. La menace était évidente et terrifiante. À 13h22, la rotation était totale. Le Titan était prêt à frapper sans pitié. Le premier impact au sol a pourtant eu lieu dès 13h41. L'alerte n'a retenti qu'à 13h45, alors que les foyers étaient déjà broyés. L'objectif officiel est de prévenir 13 minutes avant. Un serment de protection ici, brisé. À Clarksville, le temps d'avance était négatif. La mort avait déjà commencé son œuvre macabre. L'expert Mike Smith est formel. Aucune alerte n'a retenti avant 13h45. Un retard qu'il qualifie de purement scandaleux. Les survivants sont unanimes. Ils ont été livrés à eux-mêmes, sans sommation. Le soldat Cameron McNeil, dont la caméra a filmé l'enfer en plein mouvement, affirme n'avoir reçu aucune information sur le monstre qui approchait. Pas d'alerte mobile, pas de sirène, le silence de mort avant le chaos. Un habitant témoigne. Tout s'est brisé en un instant, sans le moindre avertissement. La faille ? Le radar de Nashville tournait en mode 3 minutes, ignorant le cycle vital de 8 secondes, pourtant requis face à une telle menace. Ce décalage a créé des angles morts fatals aux moments les plus critiques. Une semaine plus tard, le 16 décembre 2023, Penny K. Scroggins, 78 ans, succombe à ses graves blessures. Elle devient officiellement la 4e âme fauchée par cette tragédie. Mais les citoyens de Clarksville ignorent encore une vérité fondamentale. Voici le récit épique qui va forger leur destin. 9 décembre, l'obscurité tombe. Le maire décrète l'état d'urgence immédiat. Le lycée Northeast devient un sanctuaire. Le lendemain, à l'aube du 10 décembre, le gouverneur survole le champ de bataille à bord d'un hélicoptère Black Hawk. La vue aérienne révèle l'ampleur d'un désastre sans précédent. Des ruines à perte de vue s'étendent jusqu'aux confins du Kentucky. Le général Brett Sylvia contacte alors le maire avec une proposition d'acier. « Nous avons les troupes, les blindés et les outils nécessaires. Dites-nous simplement où frapper. » L'élite de la 101e division aéroportée s'unit aux civils pour déblayer l'enfer. 11 décembre. L'église mosaïque se transforme en véritable quartier général. Les pasteurs McBerry et Ammons coordonnent une mobilisation sans égale, voyant plus de 1000 volontaires répondre à l'appel dès le premier jour. Un élan de bravoure tel que les autorités doivent temporiser l'afflux. Les bus scolaires transportent désormais les troupes civiles vers les zones sinistrées. Garrettsburg, Britain Springs, Evans Road. La reconquête commence ici. En un jour, ces héros accomplissent 2 semaines de travail acharné. Les renforts pleuvent. L'unité d'urgence God's Pit Crew arrive de Virginie, sécurisant les toits brisés et apportant des montagnes de jouets aux enfants. Mercy Chefs déploie ses unités pour offrir des repas chauds aux rescapés. Les vétérans d'Ariel Recovery s'enfoncent dans les décombres pour sauver des vies. L'opération BBQ Relief lance une contre-attaque alimentaire massive sur le terrain. UOL libère ses espaces. 30 jours de stockage gratuit pour tous. Les commerces locaux se joignent à la lutte jusqu'à la fin de l'année. Acme Athletics devient un bastion de solidarité et d'entraide immédiate, distribuant vêtements et espoirs aux familles frappées par le sort. 12 décembre, une alliée de taille entre dans la danse, Taylor Swift. L'enfant du pays n'a pas oublié d'où elle venait, malgré la gloire. Elle fait don d'1 million de dollars pour soutenir la renaissance du Tennessee. Le directeur de la fondation, Al Cato, porte un message puissant. Taylor protège ses racines. Ensemble, ils triompheront de cette épreuve. Le 13 décembre, le président Biden décrète l'état de catastrophe majeure pour les comtés de Montgomery, Davidson, Dixon et Sumner. Cette déclaration active le programme d'aide individuelle de la FEMA, débloquant des subventions de sécurité et une assistance fédérale directe, ainsi que des prêts d'urgence à taux réduits pour les petites entreprises. En janvier 2024, la FEMA versera plus de 3 600 000 dollars à près de 2000 foyers du Tennessee. Le 15 décembre, les équipes de CDE Lightband s'acharnent jour et nuit, avec plus de 200 ouvriers mobilisés sur le terrain, rétablissant le courant seulement 6 jours après que la tornade a pulvérisé 100 pylônes électriques. Le maire Pitts parcourt ce paysage de désolation le 10 décembre 2023. On parle souvent de zone de guerre dans de tels moments, mais c'était un chaos d'une violence que je n'avais jamais vue de si près. Il ne restait que des fondations nues, là où des vies s'épanouissaient autrefois. Dans le silence glacial de ce matin de décembre,
nous avons arpenté ces ruines spectrales. Ils constatent que la tornade a frappé sans aucune distinction. Cette force destructrice ne fait aucune différence entre les gens. Les quartiers modestes ont été dévastés. Et juste de l'autre côté, des quartiers luxueux ont vu leurs demeures littéralement balayées de la carte. Michelle Austin, directrice des services communautaires, prend les rênes de la reconstruction à long terme. Un groupe de secours pour les victimes de la tornade voit le jour, unissant l'État et les associations locales dans un front commun, pour offrir aide, réparation, démolition et solutions de relogement d'urgence. La ville accélère les procédures, les permis tombent et les inspections de font le jour même. Le maire Pitts fait un serment. Tant que chacun n'aura pas l'aide nécessaire, nous ne reculerons pas, même si cela prend 10 ans. Un an plus tard, en décembre 2024, la plupart des familles ont rebâti leur foyer ou trouvé un nouveau refuge. Pourtant, 20 familles attendent toujours de voir leur maison renaître de ses cendres. Aux appartements de Bluegrass Meadows, là où le vide régnait depuis des mois, les rénovations s'achèvent et de nouveaux résidents redonnent vie au lieu. Ce complexe redevient enfin une véritable communauté. Catherine Burnham, mère du jeune Harlan Cody, âgé de 10 ans, choisit de reconstruire sa vie là où son fils a rendu son dernier souffle. Elle fait installer 2 bunkers souterrains capables de braver des vents de 270 km/h. Elle est déterminée. Plus jamais une tempête ne surprendra sa famille sans protection. Elle se recueille régulièrement là où le corps de son fils a été retrouvé. Elle vient ici, parfois seule, au milieu de la nuit. Assise au pied de la croix, elle laisse éclater ses larmes et ses cris de douleur. Elle ne peut s'imaginer ailleurs, car c'est ici que l'âme de son enfant demeure. Sa fille est là, survivante du drame, a perdu son grand frère et son meilleur ami. Catherine confie qu'Ella a perdu son pilier, son alter ego. À bien des égards, elle pense que la tristesse d'Ella dépasse la sienne. Le 7 décembre 2024, la ville de Clarksville distribue des arbres à 150 familles ayant survécu à la catastrophe. Puissant symbole de croissance, de renouveau et d'espoir. Pour ce triste anniversaire, la communauté de West Creek honore Harlan Cody en portant du pourpre et de l'or. Les couleurs des Lakers de Los Angeles, son équipe de cœur, à jamais. C'est une histoire légendaire que le maire Pitts continue de raconter. Le 10 décembre 2023, au beau milieu de la désolation, une fillette de 7 ans nommée Ellie se tenait devant sa demeure dévastée. Elle chantait « All I want for Christmas is you » devant les officiels. Alors que tout semblait désespéré, cet enfant montrait le chemin de la résilience. La petite Ellie était notre lumière. Aujourd'hui, 2 années se sont écoulées. En traversant Clarksville, dans le Tennessee, les traces du chaos semblent avoir disparu. Pourtant, les cicatrices sont là, pour ceux qui savent vous regarder. Les maisons sont neuves, plus modernes, mais les rappels du passé subsistent. Sur l'autoroute 57, les poteaux électriques sont encore inclinés. Ils penchent tous vers la direction qu'a emprunté le monstre de vent. Mais voici le plus incroyable. Clarksville ne s'est pas contenté de reconstruire. La communauté est devenue plus puissante. Le maire, Wes Golden, s'en souvient. Jeune élu lors de la tragédie, il a vu la véritable âme du peuple. Il affirme que ce sont les citoyens qui rendent cette ville unique. Témoigner de l'altruisme pur de Clarksville fut une expérience bouleversante. Il confie n'avoir jamais été aussi fier de porter son écharpe de maire. Le chef de la police, David Crocker, définit parfaitement cette nouvelle identité. En pleine crise, nos liens se sont soudés comme jamais auparavant. Nous avons prouvé la force de l'humanité face à l'adversité la plus brutale. Désormais, Clarksville reste invincible et unis face au destin. Le 9 décembre 2023 demeure un avertissement gravé dans l'histoire. Ces tornades violentes ignorent les saisons. Ce mois sanglant a fauché 4 vies. Parmi elles, un garçon de 10 ans qui avait pourtant tout bien fait. Ce drame a exposé les failles critiques de nos systèmes de survie. Pourtant, la tragédie a aussi révélé le caractère héroïque de cette communauté. Plus de 1000 volontaires ont surgi en seulement 48 heures. Un général a mobilisé ses soldats, et une star mondiale a envoyé $1 million. Des voisins sauvaient des inconnus. Une mère reconstruisait là où elle perdit son fils. Elle installe aujourd'hui des abris capables de défier les vents les plus extrêmes. Ils ont compris que certaines choses se brisent pour toujours. Certaines pertes sont irrémédiables, mais on peut bâtir un futur nouveau. On peut transformer les débris du chaos en un rempart bien plus solide. Le vent hurle encore à Clarksville, Tennessee. Ce fut et ce sera toujours ainsi. Mais les habitants détiennent une vérité apprise ce 9 décembre 2023. Ils savent désormais qu'ils sont bien plus puissants que la tempête.